Monsieur, bonjour, nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous avons voulu vous recevoir car vous occupez actuellement un poste de syndicaliste et surtout vous travaillez dans la police. Et vous travaillez dans quel type de police et quel type de syndicat? Je vous écoute. Désolé pour la question, mais non. Je vous écoute. Donc je travaille pour la CGT Police, je suis le secrétaire général depuis quelques mois. Et sinon je travaille dans un service de renseignement qui est le service du renseignement territorial, celui qui a pris la suite des renseignements généraux. D'accord, alors on va vous faire une question très simple. Nom, grade, matricule? Alors Alexandre Langlois, gardien de la paix et matricule 135 793. Gardien de la paix, pourquoi gardien de la paix dans le renseignement? Parce que vous n'êtes pas OPJ? Alors OPJ non. OPJ, officier de police judiciaire. Exactement, dans le renseignement territorial comme chez les anciens RG, tous les collègues qui travaillaient là perdaient leur qualification d'OPJ. Et on ne peut pas l'avoir pour faire une distinction entre administratif et judiciaire. À l'exception du temps des RG, il y avait une petite exception sur les courts séjours. Alors ça consiste en quoi le travail de renseignement territorial? Renseignement territorial, donc on a repris 90% des missions des RG, qui consiste à, faire un baromètre social un petit peu pour l'État. Et le but des missions, c'est de prévoir tout ce qui pourrait troubler l'ordre public. Vous prenez la température en fait? La température, donc sur les manifestations, c'est nous qui comptons. Avec une petite anecdote pour les collègues parisiens, des fois il y a une différence dans les chiffres. Par exemple, ils ne comptent pas les manifestants sur les trottoirs, qui sont que des passants. Dans les autres départements, c'est plus facile. Et je vais vous dire sur le comptage des manifestants, maintenant on est à l'ère du numérique et grâce à cette nouvelle loi, ça a commencé avec la loi de programmation militaire, mais à la loi de renseignement, vous pouvez compter le nombre de téléphones portables sur la zone. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question concernant votre travail à l'heure actuelle? Est-ce que c'est difficile d'être syndicaliste, surtout travaillant dans le renseignement territorial? Alors ça dépend quel syndicat. Il y a beaucoup de syndicalistes qui se recasent après leur carrière de syndicaliste, ils retournent au service, ils prennent un service de renseignement en général. Par exemple, dans mon service, j'ai eu des collègues qui sont venus du syndicat Unité SGP, par exemple, ou Alliance, qui sont arrivés ici après leur mandat syndical. Moi, j'ai fait la démarche inverse, j'étais dans ce service et je suis devenu syndicaliste parce que je n'avais pas les moyens de travailler. Pourquoi vous n'avez pas les moyens de travailler? Alors moi je suis arrivé au moment de la réforme, juste après la réforme des RG, on était information générale à l'époque. C'est M. Sarkozy qui a lancé cette réforme. C'est M. Sarkozy qui a lancé ça en 2008. Les RG ont disparu en juillet 2008. Ou juin, je ne sais plus, enfin un mois après. Et donc la réforme, ce qui s'est passé, c'est que l'information générale à l'époque, donc déjà a perdu le type de renseignement pour faire information, ce qui est déjà une dégradation dans la sémantique. Et ensuite, les missions sont restées à 90% pour l'information générale et 10% sont partis fusionner avec la DST pour créer la DCRI. Sachant que les moyens sont partis à 60 voire 70% avec les 10% des collègues qui ont rejoint la DCRI. Du coup, la DCRI... Vous êtes les parents pauvres en fait. Les parents pauvres. Et en plus de ça, nous étions une direction indépendante et nous sommes passés sous la coupe de la sécurité publique, qui est un peu le fourre-tout de la police nationale. Ce qui fait que les objectifs ne sont pas les mêmes et les moyens de travail ne sont pas les mêmes. Et quelles difficultés vous rencontrez? Les difficultés concrètes, c'est qu'on n'a pas de véhicules en nombre suffisant. Quand on a commencé, on était 3 par véhicule, c'était pas terrible, mais encore ça pouvait aller. Au fur et à mesure, on a eu des renforcements en nombre de personnel, mais pas en nombre de véhicules. À l'heure actuelle, on est, par exemple, moi je travaille sur le 78, on est à 4-5 fonctionnaires par véhicule, ce qui veut dire que comme on se déplace, c'est à 1 ou 2. Il y en a 3 ou 4 qui restent sur le carreau au bureau. Avec ce qui s'est passé en plus récemment, on a eu des coupures Internet, ce qui fait que même quand on est au bureau, des fois on a eu pendant 24 heures une fois, coupure Internet, on n'a même pas pu travailler correctement. Donc le renseignement territorial ne fait que de l'acquisition de renseignements sur le terrain, pas sur Internet? Alors normalement le but c'était la grosse différence entre la DCRI qui est devenue DGSI, c'est que nous avons sur le terrain du renseignement humain, j'allais dire. C'est que notre renseignement, c'est pas d'aller faire... normalement de l'espionnage par écoute téléphonique, poser des caméras. Nous, c'est d'aller voir les personnes qui nous renseignent, qui nous disent, pas du côté délation, mais par exemple, je vais prendre un exemple sur une manifestation. Moi, je suis du côté social. Quand une manifestation qui est déclarée, on prend contact avec les organisateurs, le côté en face, j'allais dire, s'il y en a un, savoir un peu pour mettre un service d'ordre approprié et que le jour de la manifestation, tout se passe bien, qu'on nous dise, par exemple, il y a tel élément qui est perturbateur, qu'on puisse l'écarter, que la manifestation se déroule correctement et qu'il n'y ait pas une mauvaise image qui est donnée. Donc ça, c'est notre rôle. Donc après, on peut avoir ces informations-là quand on connaît les syndicalistes, les chefs d'entreprise, les élus, qui pourront nous dire tiens, j'ai entendu parler qu'il y aurait tel rassemblement, telle manifestation. Du contact humain. Voilà. D'accord. Même chose un petit peu pour la surveillance, je veux dire, de l'islam de France, enfin des religions en général, mais à l'heure actuelle, c'est l'islam de France où on a été surtout renforcé, où c'est contact avec les responsables de mosquées, etc., pour rendre contact, la température, savoir les prêches qui se disent, et savoir s'il n'y a pas des éléments qui seraient un petit peu dissidents ou qu'il y aurait un discours dissonant ou plus radical, j'allais dire, pour que on puisse faire le nécessaire, faire un environnement et savoir s'il y a dangerosité ou pas. Toujours dans le principe de
faire une limite pour sécurité des citoyens et liberté d'expression. Entièrement d'accord. Je voudrais savoir comment vous mettez en œuvre vos enquêtes et quels sont les problèmes que votre hiérarchie pourrait vous poser si c'est sur des dossiers un petit peu politiques, financiers ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez de temps en temps des enquêtes court-circuitées par votre hiérarchie ? Alors, sur le niveau renseignement, les RG faisaient de la politique jusqu'en 1995. À partir de là, on les a dessaisis du domaine politique, ce qui était un petit peu normal. Ça avantageait les gens en place au détriment de l'opposition à chaque fois. Donc ça a été terminé. Après, les dossiers peuvent être court-circuités, c'est toujours les chiffres qu'on veut entendre. Je vais prendre un exemple. Pour la manif pour tous, par exemple, les services de renseignement, en tous les cas sur le 78, avaient annoncé un chiffre de manifestants qui allaient se déplacer sur Paris. Ça a été corrigé par la hiérarchie qui estimait que ça faisait trop de monde à envoyer sur Paris, pour le 78, qui est pourtant un département favorable à la manif pour tous en général. Et du coup, ils ont baissé les chiffres. Le lendemain, le Figaro titrait en gros erreur, les renseignements territoriaux s'est trompé sur les chiffres des manifs, on annonce beaucoup plus de manifestants, qu'est-ce qui était là en réalité ? Le gouvernement minimise les chiffres. Donc ça a été... Il minimise les chiffres pour éviter que la plèbe prenne conscience de tel ou tel type de mouvement ou de l'ampleur de tel ou tel type de mouvement ? Je pense que c'est plus pour... Alors, je ne pourrais pas parler à la place des politiques, mais en tous les cas, c'est dans l'idée qu'on a, nous, ce qu'on se fait en tant que collègues sur le terrain, c'est qu'on voit ça, c'est que c'est pour plus faire de l'accompagnement de la politique du gouvernement pour transformer les chiffres dans ce qu'on veut, plutôt que de dire la vérité aux gens. C'est pour ça aussi que les RG sont des fois été malvenus. C'est pareil, l'idée qu'on s'est fait pourquoi ils ont été cassés, parce qu'ils n'avaient pas leur langue dans leur poche, ils disaient ce qui se passait plutôt que ce que les politiques voulaient entendre. C'est-à-dire l'intégrité de leur profession, du moins de leur vocation, les poussait à dire la vérité. À dire la vérité au-dessus, et au bout d'un moment, ça déplaisait. Je vais donner un exemple concret pour qu'on parle sur comment on peut manipuler les statistiques et les chiffres. C'est pas donc dans le renseignement, c'était au niveau d'une personne qui a été interpellée. Par exemple, elle a été interpellée par un commissariat. C'est arrivé dans le nord de la France. Interpellée, ils ont marqué un bâton. Traité ensuite par un autre service du commissariat qui s'occupait plus spécifiquement, un autre bâton. Après, ils ont été récupérés par la police judiciaire qui a remarqué un même bâton. C'est-à-dire que dans les statistiques, la même personne arrêtée une fois a compté 3 fois. D'accord. Donc ça, c'est pour dire on a fait bien notre travail, etc. Sur Paris, on a des collègues qui se plaignent, on leur dit, par exemple, il y a trop de vols. Pas de problème, les dossiers des vols passent en dessous et on traite les autres, ce qu'il y a besoin. Mais c'est qu'en fait, c'est pas qu'il y en a plus. C'est la variable d'ajustement. C'est pas qu'il y en a plus, c'est juste qu'ils sont traités après. Donc le mois suivant, quand les chiffres sont bons, on les remet dans l'autre sens. J'allais donner, j'ai d'autres exemples. Quel type de problème vos collègues, vous rencontrez en général ? Est-ce que la police va bien ? La police va mal. Pourquoi ? La police va mal parce qu'il y a une perte de sens du métier. Il y a beaucoup de collègues qui sont rentrés, je vais dire pour caricaturer, pour défendre la veuve et l'orphelin, qui sont venus là en disant pour qu'il y ait la liberté et la justice l'intérêt général qui existe, il faut des limites. On est obligé d'avoir des limites pour le bien de tous et que chacun puisse s'exprimer et puisse vivre en collectivité. Malheureusement, dans les faits, c'est plus ça. C'est vraiment des vocations ? Il y a beaucoup de vocations. Après, il n'y a pas vraiment de planqués là-bas ? Récemment, c'est pas des planqués, je dirais. C'est qu'avec la crise et la difficulté de trouver un emploi, il y a des collègues plus récents qui ont passé plusieurs concours et qui ont pris le premier qu'ils avaient réussi. Après, à nous de travailler pour qu'ils aient la vocation et qu'ils puissent avancer. Malheureusement, à l'heure actuelle, on est un peu sclérosé parce que on a eu d'abord la politique du chiffre qui a été mise en place. Donc, que personne sait ou personne ça a fait du mal aux fonctionnaires. Aux fonctionnaires, parce qu'ils ont perdu un peu de leur libre arbitre. Avant, on avait un libre arbitre, j'allais dire, pour nos collègues qui mettent les contraventions, etc. Ils pouvaient adapter, soit dire à la personne, il ne fallait pas faire ça, etc. Mais ils ne mettaient pas forcément la contravention, ou ils la mettaient suivant ce qu'ils estimaient. Il n'y a plus de rôle pédagogique. Il n'y a plus le rôle pédagogique, il est de moins en moins là. Pour la simple raison, c'est que maintenant, tout est informatisé. Il n'y a plus le contact humain. On veut pression qu'on veut couper la police de sa population pour qu'ils aient plus de contact. Donc on a eu la politique chiffre qui a été mise en place par Chevènement et amplifiée par M. Sarkozy, avec une note qui a été sortie dans un journal à Pau, qu'on peut encore trouver sur Internet, avec des objectifs chiffrés à l'époque, en disant par exemple 83 outrages à agents. C'était ce qui était le plus drôle, c'est comment savoir à l'avance combien il y aura d'outrages à agents dans l'année. Donc impossible. Donc on se dit en rigolant, à moins de les provoquer, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça c'était le côté ridicule de la politique du chiffre à laquelle on arrivait. Ensuite, on a eu les contraventions qui ont été gérées par informatique. Maintenant, on peut faire des procès des contraventions qui sont directement envoyés à un centre de gestion sur Rennes. Et tout est informatique, c'est-à-dire qu'on n'a plus le contact avec la personne. Ah oui, il y a un petit côté pédagogique. Même si on mettait la contravention, on pouvait expliquer il y a ça pour telle raison, telle raison. Maintenant, ça part, on ne voit même pas la personne. Et en plus, ça pose un problème parce que l'informatique dans la police nationale ou dans l'administration en général est des fois mal gérée, ce qui fait qu'il y a des gens
qui se plaignent d'avoir payé leur contravention, on leur dit écoutez, vous nous faites un recommandé à vos frais pour vous nous expliquer que vous l'avez déjà payé. Donc la personne sanctionnée qui a déjà fait, entre guillemets, qui a fait amende honorable, qui a payé ce qu'elle devait, on lui dit expliquez-vous pour nous expliquer pourquoi nous, on vous Donc on comprend bien que la police va mal par le fait que on supprime le contact humain entre quelqu'un qui a pratiquement donné sa vie pour l'intérêt général ou qui donne sa vie ou son travail pour l'intérêt général et le manque de contact. On peut le comprendre. Ça se manifeste comment tous les jours? Vous avez quoi? Vous avez des dépressions? Vous avez des gens agressifs? Vous avez quoi? Alors on a des dépressions, des burn-out de plus en plus. Donc, c'est quoi de plus en plus? De plus en plus. Moi, je veux des chiffres. Des chiffres. Ouais. Sur 30 ans, on a repris les chiffres qui étaient sur un site Victimes du Devoir, qui s'appelle, et qui a été repris, donc on peut retrouver sur un sociologue qui a refait aussi une étude sur ça. Pas le nom du sociologue, bon, on le cherchera dans le PC. D'accord. Donc du coup, l'enquête montre que depuis 1980, il y a eu à peu près 1450 collègues qui sont suicidés, donc qui ont réussi à se suicider. On ne parle pas des tentatives de suicide, qui sont encore plus nombreuses. Et en parallèle, on a mis le chiffre suivant, qu'il y a eu à peu près 490 collègues qui sont morts du devoir, c'est-à-dire morts à cause des délinquants et de leur mission. C'est-à-dire que la souffrance au travail a créé quasiment 3 fois plus de morts que les délinquants eux-mêmes. Qu'est-ce que ça fait quand vous apprenez qu'un collègue s'est suicidé avec son arme de service ? Déjà, ça fait toujours tout drôle. On se dit pourquoi on n'a pas pu l'éviter, comment c'est arrivé. Et en général, c'est là où il y a une incompréhension, pareil, où il y a un fossé qui se creuse même au sein de la police. En général, au haut de la hiérarchie, il y a toujours une enquête qui dit problème personnel. C'est pour ça n'a rien avec le travail. Et en fait, on ne va pas plus loin. Alors, c'est lourd de symbolique quand même de prendre son arme de service pour se mettre une bastos dans le crâne. C'est lourd. Depuis peu, grâce au Conseil d'État, maintenant c'est reconnu d'office. Comme quoi c'est le service qui est responsable, mais ça va être une balaye de long la galène. Et surtout, c'est que effectivement, c'est souvent lié aux conditions personnelles, familiales, mais parce que l'emploi du temps a fait que les policiers, par exemple, j'ai donné un cycle de travail, les policiers en général travaillent en 4-2, c'est-à-dire qu'ils ont 4 jours travaillés, 2 jours de repos, 4 jours travaillés. C'est-à-dire qu'ils ont un week-end sur 6. C'est-à-dire qu'ils sont coupés. Pas de vie familiale. Pas de vie familiale, pas de vie associative possible, pour aller faire du sport régulièrement dans une association. Est-ce qu'il y a des suicides dans les familles des policiers? C'est-à-dire que, par exemple, les gamins à l'école ne voyant pas leurs parents sont en échec social. Est-ce que les femmes attendant à la maison sont dépressifs? Est-ce que vous avez mené des études là-dessus? Est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques sur les répercussions de votre travail sur le contexte familial? J'en ai pas. Je n'ai pas vu, je n'ai pas cherché en tous les cas. Par rapport au suicide et des conditions de travail. Par contre, on sait qu'en général, quand il y a de plus en plus de familles, maintenant, portent plainte en tant que partie civile quand il y a un collègue qui se suicide. Donc ça, de ce côté-là, ça montre à une implication et qu'il y a des choses qui bougent. Et que, par exemple, il y a eu un cas à Nice il y a 1 ou 2 ans, le commissariat, bien sûr, est classé, c'était fait cause personnelle, problème, rien à voir. Et finalement, l'enquête a été ouverte, etc. Et à l'heure actuelle, on est en train de se dire que finalement, c'était peut-être le travail quand même qui était derrière. Un autre cas où ça, c'est un collègue qui a eu, par exemple, avec son cycle de travail, il avait garde alternée pour son fils. Il l'avait un mercredi et un samedi sur 2, enfin un week-end sur 2, pardon. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a fait une promesse. Il y a un nouveau cycle de travail qui est très bien, que les collègues voudraient bien qu'il soit généralisé, qui est 2 jours de travail, 2 jours de repos, 3 jours de travail. La semaine suivante, on inverse. Donc voilà. Donc le collègue dit c'est impeccable, on lui avait promis ça. On lui a dit tu auras cycle de travail, il l'avait, il était parfait, il voyait son fils comme prévu dans le tour de garde. Il a demandé à aller dans un autre service, on lui dit écoute, tu manges un peu ton pain noir, tu retournes dans l'ancien cycle de travail et d'ici quelques mois on te remet. Mais c'était que de l'oral. Résultat des courses, il ne voyait plus son fils. À part un week-end sur 6, et encore quand ça tombait le week-end où il était de garde. Ce qui fait que son fils, il a dit je veux plus te voir pour Noël. Et du coup, le collègue, qu'est-ce qu'il a fait? Alors c'est malheureux, il avait prévu il y avait une soirée le soir, il a pris une bouteille, il a bu un petit peu, et il a été du coup mis en enquête administrative pour le sanctionner. Et on va dire c'est un collègue alcoolique. Non, en fait, pourquoi l'administration ne fait pas l'effort du raisonnement derrière? Alors vous êtes policier, vous êtes syndicaliste, vous cumulez, mais vous êtes en train de nous réconcilier avec les deux. Les syndicats dans la police, qu'est-ce qu'ils font? Ils se gardent les mains dans les poches? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est vraiment leur action pour aider leur corporation? Alors les syndicats de police, on va faire un petit historique très rapide. La CGT Police était le seul syndicat de police en 1948. Il n'y avait pas d'autres. Ça posait un problème au niveau du gouvernement parce que du coup, les CRS, les policiers, quand il y avait une manifestation, ils disaient bravo les manifestants en posant les matraques, ce qui n'allait pas du tout au pouvoir en place. Du coup, ils ont fait rentrer la CFTC. Puis au fur et à mesure du temps, l'administration a divisé les personnels en différents syndicats et en différentes catégories de personnel. Donc après, ils ont mis des syndicats par les adjoints techniques, les adjoints administratifs, les gardiens de la paix, les officiers et les commissaires. Comme ça, tout le monde s'opposait dans tous les sens. Impeccable. Du coup aussi, donc, pourquoi on arrivait là?
Parce que chez nous, les syndicats tiennent en fait un peu le rôle, j'allais dire, de DRH. C'est un peu curieux. C'est que tout ce qui est mutation et avancement, on doit passer par le syndicat. Pourquoi ? Dans les textes, il y a des commissions administratives paritaires, CAP. Et ces CAP sont donc, comme leur nom l'indique, moitié administration, moitié syndicat. Elles ont un rôle consultatif, et à la base, les syndicats siégeaient pour vérifier que l'administration ne faisait pas n'importe quoi au niveau des avancements et mutations. Ça s'est transformé en, maintenant, les syndicats choisissent un peu qui ils veulent, et en échange, ils fichent la paix à l'administration. Et ça s'est retourné, en fait, si on connaît quelqu'un dans un syndicat qui est bien placé, on aura notre avancement ou notre mutation plus rapidement, et si on n'est pas dedans, on ne l'aura pas. Je parle des syndicats majoritaires qui siègent. Lesquels ? Donc nous avons pour les gardiens de la paix Unité SGP, FO, et de côté, en parallèle, Alliance qui est la CFE-CGC. Pour les officiers, nous avons le SSSI qui est ancien SNOP, étant c'est syndicat des cadres de l'intérieur, enfin j'ai plus le nouveau nom, on l'appelle toujours le SNOP, et Synergie de l'autre côté qui est le pendant à la CFE-CGC, et les syndicats des commissaires au-dessus, dont un syndicat des commissaires de la police nationale, le syndicat indépendant des commissaires de la police nationale. Donc ça, c'est les majoritaires. Et je vous coupe. On entend toujours dire que les syndicalistes sont corrompus, que les syndicats sont corrompus. Ce bruit on dit toujours il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous avez entendu du côté des syndicats de police des magouilles, des choses comme ça ou... Je vais donner un exemple. Après, je ne vais pas porter de jugement. On fera le jugement de soi-même. Nous avons eu, donc, par exemple, pour les officiers, nous avons eu le secrétaire général du syndicat Synergie qui s'était présenté sur les listes pour devenir conseiller général, les listes UMP. Voilà. À la fin, il a été élu, donc très bien, mais il ne pouvait pas cumuler les 2 mandats, ce n'était pas possible. Donc, comme ce n'était pas possible d'être à la fois policier et à la fois à la fois élu régional, M. Sarkozy l'a passé sous-préfet immédiatement pour pouvoir concilier les deux. Un autre exemple, nous avons eu quelqu'un Ça peut être légitime, non ? C'est-à-dire, ça reste un flic, un préfet, non ? Un préfet, c'est un autre corps. C'est un autre corps, c'est la préfecture. Quelques commissaires arrivent dans le corps préfectoral à la fin, mais c'est le rêve. Les commissaires rêveraient d'être intégrés dans ce corps-là, c'est-à-dire que c'est le corps au-dessus pour eux. Ouais. Donc, c'est pas la même paye aussi. Hein. C'est pas la même paye, on n'est plus policier. Un préfet a d'autres les représentants de l'État dans les départements. Et un autre exemple, donc toujours on va rester sur le corps préfectoral. Au niveau, donc là c'était pour les ministères de l'Intérieur, au niveau des adjoints techniques et administratifs, il y a le représentant central de FO, donc au niveau ministère de l'Intérieur. Quand M. Valls a pris ses fonctions, en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque, on a fait une réunion avec tous les syndicats, on était encore invités à l'époque. Tout le monde se le voit, monsieur le ministre, et ça arrive donc à ce fameux syndicaliste. Donc la CGT a fait un petit communiqué qu'on peut retrouver sur Internet. Il a dit, écoute, je suis content, Manuel, que tu sois là. Donc c'est le seul qui l'a tutoyé. Et il a fait, écoute, parmi nous, il y a des gens qui mériteraient d'être préfets quand même, par rapport à leur investissement dans le syndicat. Donc sur le moment, Manuel Valls l'a recadré en disant, écoutez, on se vous voit, et il n'y a pas de tout ça. Ce qui était drôle, par contre, 1 an après, le même personne passait sous-préfet et était nommé par Manuel Valls. Le hasard. Le hasard. Donc je vous ai dit que c'était pour service rendu. Et parce que vous semblez insinuer que la carte politique permettrait d'avoir de l'avancement, c'est ça ? Si on caricature, en général, il y a 2 côtés. Chez nous, il y a majoritaire, il y a FO qui est plutôt dit de gauche, parce qu'ils ont mangé l'UNSA, et de l'autre côté, il y a la CFE-CGC qui est plutôt de droite. Quand il y a un gouvernement de droite, c'est plutôt la CFE-CGC qui avance, et quand c'est plutôt de gauche, c'est FO qui avance. Les exemples qu'on a, mais après, ils arrivent tous aussi à se mettre d'accord pour le calme, pour qu'il n'y ait pas de vagues. Je vais donner un autre exemple, c'est que par exemple, Monsieur Delage, Jean-Claude Delage, le responsable national donc, d'Alliance pour les gardiens de la paix, est RULP, donc c'est responsable d'unité locale. Donc RULP, en fait, c'est un grade, entre guillemets, qu'on peut avoir que quand on occupe une fonction. Il n'occupe aucune fonction de terrain, il n'encadre personne, il est responsable syndical. Donc on a posé la question, on n'a pas eu de réponse. Ceci dit, c'est valable pour son homologue de force ouvrière SGP-FO, unité, qui a la même chose. Par contre, donc, comme c'était la droite qui était au pouvoir à l'époque où il l'a eu, lui en plus il a la Légion d'honneur. On demande pour quelle raison il a la Légion d'honneur, quel fait d'armes il a fait. Des collègues tous les jours qui risquent leur vie, qui vont sauver des gens dans les flammes, qui sont dans les attentats. Enfin, ils n'ont pas la Légion d'honneur. Mieux, ils ont une médaille du mérite quand c'est de temps en temps. Et lui, il a eu la Légion d'honneur. Donc on se pose des questions. Enfin, on n'affirme rien. C'est compliqué quand même d'être policier au XXIe siècle. Hein. La population a un petit peu de rancœur face à la police. La police souffre. La police est de moins en moins reconnue. C'est compliqué. Hein.
Un gardien de la paix, ça gagne combien? Un gardien de la paix, ça gagne en début de carrière 1 600 euros. Net? Net en région parisienne. Des avantages en nature? Logement de fonction? Non. Jamais? Non, Une crèche, une mutuelle spéciale, quelque chose? Non, on a des mutuelles police, Oui. voilà, qui en général, le ministère permet d'avoir des collègues qui sont détachés pour s'en occuper. Donc, mais c'est pas un avantage qu'on a chacun, c'est juste un avantage au niveau de la mutuelle en général. Et après, au niveau des places pour le logement, il faut demander à la préfecture. Donc on passe par la préfecture, donc on est dans un circuit fonctionnaire général, pas spécialement, mais avec quelque chose de façon particulière où les collègues en général refusent, c'est que les logements préfecture qui sont proposés sont dans les zones où ils ont arrêté quelqu'un le matin, j'allais dire. Compliqué. Oui. Donc c'est compliqué, donc en général c'est refusé. Enfin les gens disent je vais pas le prendre. Et dans l'enseignement territorial, ça commence à combien? Pareil. En fait, c'est la fonction publique, c'est la grille de salaire fonction publique. Il n'y a pas de choses en plus. Si je veux acheter un policier, il faut que je lui propose plus de 1 600 euros par mois, c'est ça? Déjà, c'est compliqué d'acheter un policier pour ceux qui sont vertueux. Après, les autres, je ne pourrais pas dire. Il y a de la corruption dans la police maintenant? La corruption, j'allais dire, tout le monde lit les journaux. Oui. Je ne vais pas dire le contraire. C'est par exemple, je reprends l'affaire Ikea où il y a des fiches STIC qui ont été données pour vérifier les clients. C'est combien pour avoir une fiche du STIC? Il faut payer combien? Moi, je peux pas dire, j'ai pas de prix. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous poser d'autre comme question un petit peu touchy? Vous avez assisté à des choses vraiment dramatiques dans votre profession où des collusions étaient importantes? Alors, je vais donner un exemple par rapport au renseignement. Comme ça, c'est tous les ans, par exemple, sur les Yvelines, il y a le MEDEF qui fait son université d'été. Tous les ans, il y a la police qui assure la sécurité de l'université d'été du MEDEF. Tous les ans, enfin, en tous les cas, maintenant on ne me met plus dans la boucle du coup, parce que j'ai trop ouvert ma bouche. Tous les ans, le MEDEF... Vous avez trop fait votre travail peut-être? Peut-être, à un moment, en fait, jusqu'à 2 ans, en tous les cas, maintenant, a priori, j'ai refait un tract dessus, on ne m'a pas affirmé le contraire. Le MEDEF demande de passer tous les intérimaires qu'ils vont avoir au fichier, pour savoir à qui ils ont affaire, à qui ils vont embaucher, de façon illégale. C'est-à-dire que... Parce que pour passer des fichiers, des fonctionnaires, donc une demande officielle, oui, faite par l'organisateur, qui demande à la préfecture ou à la police nationale, on n'a jamais su à qui, mais enfin ça arrive jusqu'à nous, demande de passer au fichier avec une listing, tous les noms des gens qui travaillent pour le MEDEF sur l'événement. Alors que normalement, pour passer quelqu'un au fichier, c'est encadré par la loi. C'est pour une enquête administrative, pour naturalisation, papier, enfin ce qu'on veut. Une enquête judiciaire en cours, pareil. Ou alors, quand une personne se déplace dans un ministère où il y a une personnalité, mais c'est la personne qui vient dans un lieu sensible, j'allais dire. Parce que là, le MEDEF, notre hiérarchie nous a dit que c'est parce que comme des ministres se déplacent au MEDEF, pour leur sécurité, il faut passer tout le monde au fichier. Alors que légalement, c'est que si les ministres reçoivent ou les personnalités reçoivent dans des locaux sécurisés qu'on le fait. Donc on n'a pas eu de réponse pour le moment de savoir quel motif légal. On a demandé un ordre d'écrit qu'on n'a jamais eu. On nous a dit on fait ça comme ça par oral entre services, c'est normal. à l'ancienne. À l'ancienne. Et sur place, il y a une compagnie de CRS qui est présente. Nous qui faisons la protection des personnalités. Donc quand elles sont là, c'est normal, c'est notre travail. Par contre, qu'on fasse le filtrage à l'entrée, c'est moins normal. Est-ce qu'il y a une privatisation de la police maintenant? Alors, privatisation de la police, on pourrait dire oui, parce qu'il y a des textes, des circulaires qui sont passés pour permettre d'acheter un policier pour un événement, j'allais dire, pour assurer la sécurité. Acheter un policier, le louer peut-être. Le louer, oui. Ouais. Le mot était mal à propos. Enfin, le louer d'ailleurs, non. C'est l'administration qui met à disposition. Combien on le loue, le policier? Le loue, on a découvert ça, donc c'est fait par... c'est un contrat qui est évalué à chaque fois, mais on a un exemple du Tour de France, qui est un événement privé. Et le Tour de France loue un policier environ 11 € et un gendarme environ 12 €. Après, il y a le détail, combien vaut un cône en plastique à mettre, les motards, c'est plus cher, etc. Et le Parisien a fait un article détaillé sur ça. Et qui paye le gardien de la paix ou qui paye le gendarme? C'est une facture qui est émise, c'est l'administration qui paye, c'est directement le Tour de France qui paye? Alors, c'est l'administration qui touche l'argent, oui, et les collègues sur le terrain n'en voient pas la couleur. Ils n'ont pas de défraiement pour ça. Il y a des collègues plus anciens qui m'ont raconté qu'à l'époque, où ils assuraient des missions à tel titre, ils avaient un petit bonus de quelques nombre de francs à l'époque. Mais depuis, il n'y a plus ça non plus. Alors la question qu'on avait posée, c'est que pendant ce temps-là, est-ce que les citoyens ont une réduction sur leurs impôts, vu que la police n'est plus utilisée à la protection de tous, mais pour un événement privé? Pareil, on n'a pas eu de réponse. On va changer de sujet. On va aborder la loi de renseignement. Qu'est-ce que vous en pensez? La loi de renseignement, c'est encore, j'allais dire, un peu de la communication d'un côté, parce qu'il y a des éléments, par exemple, je peux expliquer que le renseignement territorial, il y a déjà des services qui ne sont pas utilisés à leur plein potentiel. Lesquels? Le renseignement territorial. Nous, à l'heure actuelle,
qu'on constate, c'est que les gens qui sont mal intentionnés, on va dire des pseudo-terroristes ou des gens qui voudraient commettre un attentat, maintenant, ils ne le font plus par Internet, ils n'ont plus des téléphones qui gardent en ligne fixe. Maintenant, ils vont se mettre au fond des caves, ils payent en liquide. C'est-à-dire que pour savoir cette information-là, ce n'est pas des gadgets technologiques qui vont permettre de savoir où ils sont. Ça va être forcément des... Sur l'affaire Koulibaly, quand même, ils sont passés par Internet pour communiquer, non ? Oui, il y en a. Mais ce n'est pas la majorité. Ceux qu'on va attraper, c'est les mauvais, les pas organisés. Et le deuxième volet, donc, par contre, c'est le côté des libertés. C'est qu'on veut nous faire vendre une loi pour la protection du terror, pour lutter contre le terrorisme, et après il y a toutes les autres choses qui sont derrière. Vous, votre avis, c'est le renseignement de terrain, c'est la clé de compréhension du terrorisme. C'est-à-dire, on peut prendre correctement la température grâce au renseignement de terrain sans se barder d'un organe législatif qui encadre vraiment l'aspect numérique. La première étape, c'est de se dire, on ne sait pas ce que ça pourrait donner, parce qu'on ne le fait pas. On n'utilise pas le service à son plein potentiel. Donc si on ne le sait pas, on ne peut pas... Pourquoi commencer par faire une loi en disant ça ne fonctionne pas, ou alors on sait qu'on a fait en sorte que ça ne fonctionne pas pour pouvoir faire la loi. Est-ce que vous avez une petite idée de combien ça va nous coûter, cette fameuse loi ? Il y a des estimations que j'ai pu en tête, très chères. On peut trouver de l'argent pour faire les choses qu'on veut. Il y a un business là-dedans ? Est-ce qu'il y a des prestataires extérieurs qui se sont mis, par exemple, sur les boîtes noires chez les opérateurs, ou des choses comme ça, vous ne savez pas ? Pas la moindre idée. Je sais juste que pour les écoutes téléphoniques, où il y avait des relevés, il y a les opérateurs demandent... Qui n'ont jamais été payés d'ailleurs, je crois bien. Ça, je pourrais pas dire non plus. Il y a une boîte qui était en difficulté parce que l'État ne payait pas. Donc pour vous, la loi de programmation, la loi Cazeneuve est contre-productive. Si elle devait intervenir, déjà, elle vient trop tôt, parce qu'on n'a pas tout utilisé. Deuxièmement, comme tu as fait le lapsus, il y avait la loi de programmation militaire, qui permet déjà de faire les choses dessus, qui est passée aussi de façon anonyme, mais personne n'en a parlé à l'époque quasiment. Et là, on veut étendre ça sur tous les services civils, donc ça veut dire des gens normalement qui peuvent parler, à la différence des militaires qui doivent garder, qui doivent se taire. Donc ensuite, c'est aussi le problème de cette loi, c'est que tout est flou. Et le flou, il y a dedans, il y a marqué, alors j'ai plus les termes exacts, mais s'il y a des attroupements violents, il y aura les intérêts économiques de la France, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec le terrorisme et qui ne sont pas définies. Non, une loi, c'est carré, on dit voilà, il y a tel élément, ça peut arriver devant un juge, et on dit ça fait ça. Je veux dire, quand quelqu'un vole, il sait qu'il va avoir tant de temps, les peines sont de temps, et ça donne conclusion, il a fait ça, et c'est ce qu'il risque. Là, on ne sait pas ce qu'on risque, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire ou pas faire, déjà à la base. Ce qui fait que tout flux juridique entraîne un arbitraire. Je vais faire une petite chronologie en amont. C'est que M. Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, a changé le code de déontologie chez nous. Le code de déontologie, en faisant... Donc la droite avait prévu de le refaire à l'époque, donc c'était M. Guéant, mais c'était un toilettage. On changeait 2-3 mots, c'était pas terrible, mais c'était du toilettage pour fêter les 30 ans. Là, ils ont tout refait, et du coup, à l'intérieur, ils ont pris des dispositions du code de la fonction publique de Vichy, où le fonctionnaire, même dans sa vie privée, du coup... Code de fonctionnement de Vichy ? De la fonction publique de Vichy. La fonction publique de Vichy ? Où le fonctionnaire, à l'époque, devait, même dans sa vie privée, faire attention à l'honneur de l'institution et à rien faire pour aller contre les institutions. Moi, je travaille de telle heure à telle heure, dans ma vie privée, tant que je ne trahis pas un secret professionnel, le secret professionnel sur des affaires, sur des noms, sur des noms de personnes, que je pourrais avoir des informations. Enfin, je suis dans ma vie privée, je peux avoir les opinions et ce que je veux. Donc maintenant, il y a, grâce à ce code de déontologie, grâce, c'est ironique, un fonctionnaire doit faire preuve de loyauté, de discernement, et tout ça, même dans sa vie privée. C'est-à-dire qu'en caricaturant, nous, on a fait un petit tract en disant, le lundi matin, autour de la machine à café, ça va être sympa, je ne vais pas me raconter mon week-end, de peur qu'on me dise, qu'est-ce que tu as fait ? Ah, mais ça, tu n'avais pas le droit de le faire. On doit vérifier son entourage, et son entourage, à qui on parle, etc. Donc on arrive à... Faire des enquêtes de proximité directement chez vous, quoi. Chez nous, et en disant surtout, le but, c'est de pouvoir nous sanctionner, faire peur. Parce que le discernement, ce qu'on nous a expliqué, on a une petite formation de sensibilisation au code de déontologie, et moi j'ai posé la question en disant, mais en fait, déjà, un code de déontologie, vu que c'est limite les libertés, ça aurait dû être pris par une loi. Tout ce qui limite les libertés, c'est la loi, pas un décret. On m'a dit, on n'est pas là pour juger de la légalité des décisions du ministère de l'Intérieur. Je suis tatillon parce que comment faire respecter les libertés pour les autres quand chez nous, on ne les a pas respectées ? Deuxième chose, après, comment être au service de la population ? C'est aussi ça qu'on a mis en avant. Il y a deux conceptions pour la police nationale. Et je crois que c'est là tout le débat de à quoi sert la police nationale. Il y en a un, c'est la police nationale créée par Vichy, qui dit au service du gouvernement, du patronat, etc., pour contrôle social de la population. Vous pensez vraiment que cette loi, c'est pour le contrôle social de la population ? Je ne sais pas si c'est pour ça, mais ça peut le permettre. Ça peut le permettre ? Et c'est-à-dire que tout le monde est écouté ? Dans la loi, de toute façon, il y a qui peut décider dans la loi d'écouter qui ? C'est le Premier ministre, après avis d'une commission consultative.
Donc consultatif, c'est-à-dire que même s'ils disent non, il pourra quand même le faire. Et après, il y a marqué sauf urgence. Urgence à l'appréciation, il n'y a pas d'appréciation, c'est l'appréciation du Premier ministre. Donc il pourrait dire c'est tout le temps de l'urgence. Je mets sur écoute qui je veux, comme je veux. Et ça peut être servi. Donc une fois qu'il n'y a plus de contrôle, ça devient une dictature de basse intensité. On pourrait dire ça, on peut y arriver. En tous les cas, on se ramène vers des gens qui devraient relire Hannah Arendt ou des choses comme ça sur les origines du totalitarisme. Parce que on peut nous dire on le fera pas, on s'en servira pas. Mais quand il y a possibilité d'abus, un jour il sera fait. Tout à fait. Pas forcément par les personnes en place, mais une autre personne qui viendra derrière pourra s'en servir. Vos collègues en parlent un petit peu entre eux, où il n'y a pas du tout d'échange de critiques sur cette loi. Est-ce que vous, qui entre guillemets la femme de ménage de la politique étrangère française, c'est-à-dire qu'on a une politique étrangère qui est très agressive ou qui est perçue comme agressive à l'étranger, qui nous amène des répercussions, vous êtes amené à gérer ça. Entre vous, vous voyez bien que les signaux faibles de la politique étrangère française sont au rouge. Vous allez être confronté directement à ces menaces en première ligne. Vous êtes le pompier, le pompier, mais en bleu. Vos collègues, ils perçoivent ça comment ? Alors pour le renseignement territorial, nous, on doit faire de l'environnement d'abord, et si jamais on voit qu'il y a quelque chose, on passe ça à la DGSI. Donc déjà, nous, on n'aura pas la fin mot de l'histoire, on doit s'occuper que ce qui est institutionnel normalement et faire les repérages. Vous avez quelle formation pour faire ça ? La formation, c'est on doit passer le concours de gardien de la paix ou officier suivant le grade ou commissaire où on arrive, et après on est pris sur entretien. Vous avez quel background avant de rentrer comme gardien de la paix ? Moi, j'ai travaillé dans le privé avant, j'ai fait plein de petits boulots. Au niveau des études, au niveau des études, j'ai un doc de droit et une licence de sciences politiques. Mais c'est pas le cas de tous mes collègues qui ont... c'est variable, il y a des gens qui ont des bacs plus 5, d'autres qui ont que le bac, d'autres à l'époque qui n'avaient pas le bac mais qui avaient une culture générale développée, qui avaient appris par eux-mêmes. Donc il y a tous les profils du monde, je veux dire, il faut savoir être intéressé par tout, curieux, avoir le contact des gens et savoir écrire. C'est les bases du métier d'enseignement, j'allais dire. C'est vraiment les bases. Donc, pour revenir à cette loi, le fait que vos collègues, pour revenir à cette question, personne n'en parle dans vos services. On n'en parle pas, mais on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on a l'habitude, et encore plus avec le nouveau code de déontologie, de maintenant, on peut se faire sanctionner pour tout et n'importe quoi. Donc, du fait... Vous avez vraiment été mis au pas ? Au pas, oui, parce que je vais donner un exemple d'un collègue qui avait mis sur sa page Facebook, qui est une page Facebook, je précise qu'il avait verrouillée pour que ses connaissances y aient accès. Il avait traité le président de Flamby, le président Hollande. Un de ses contacts a repris la page Facebook et a refait le commentaire. Et donc lui, il a été enquête administrative pour dire que, écoutez, vous manquez de loyauté envers les institutions, vous remettez en cause la fonction présidentielle, qu'il n'a pas rendue publique, pas dans le cadre de ses fonctions. Il n'y a pas marqué qu'il est policier sur sa page Facebook, mais l'administration avait retenu que ses collègues, il y a des gens qui savent qu'il est policier. La police surveille la police. Il y a quelqu'un qui peut surveiller. On a le service interne d'enquête, nous, on a l'IGPN et les bœufs carottes, c'est ça ? C'est ça. Qui sont à la Nation, toujours ? Je sais plus, je sais plus où ils sont, j'ai oublié. D'accord. J'ai su aller les voir l'autre jour, mais justement pour un problème de violation de la vie privée d'un collègue. C'est vrai. Qui était auditionné aussi, pareil. Parce que, par des techniques d'interception de type... Même pas. Alors là, j'ai même pas. Il a été... l'enquête, c'est où il y a eu un problème de couple. Sa femme a passé le mot de passe de son ordinateur, etc. Toujours est-il que ce qui a été présenté, elle a envoyé des mails qu'il lui avait envoyés à échange privé avec d'autres personnes. Elle les a donnés à l'IGPN. Il a été auditionné sur ces mails qu'elle avait obtenus de façon frauduleuse. D'accord. Sur son comportement dans sa vie privée qui ne met en rien en cause la police. Sur la loi de renseignement, qu'est-ce que vous pouvez nous cibler comme point qui pourrait être douloureux ? Par exemple, là j'ai vu récemment que l'Allemagne avait voté, parce que l'Allemagne est en train de passer sensiblement la même chose, comme le Québec, le Canada. En Allemagne, ils gardent les informations, les métadonnées, 2 semaines. Sur notre loi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une limite de temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il n'y a pas de limite de temps pour le moment, je ne l'ai pas vu sinon. Et la limite de temps, de toute façon, je vais prendre l'exemple du fichier STIC, qui doit être mis à jour régulièrement pour être... Il n'est pas mis à jour,
Parce qu'il n'y a pas de personnel pour le faire. Oui, mais là, ça va être fait par un algorithme. C'est-à-dire qu'on va remplacer la personne qui fait la mise à jour, on va la remplacer par un petit robot. Est-ce que vous pensez que maintenant la police est en train de faire sa mutation et ce sont les robots qui vont avoir le rôle de policier? C'est-à-dire que vous nous avez décrit en début d'interview qu'il n'y avait plus de contact humain. Est-ce que c'est à votre avis, les prémices de cette scission de contact entre la police et la population? C'est la suite. C'est la suite. Parce qu'on a déjà eu les contraventions, on a eu la pré-plainte en ligne, et on continue de dématérialiser tout contact avec la police et tout ce qu'on pourrait apporter à la population et un lien qu'il ne va plus y avoir. Tout sera fait par informatique, mais encore, s'il n'y a plus de contact avec la population, on a beau avoir tous les objets et les gadgets technologiques, on les met où? Hormis le fait qu'ils vont pouvoir intercepter tous les mails qu'ils veulent avec des mots-clés. Bon, là, s'il n'y aura pas personne, ça ciblera dans le tas. Je trouve que c'est un aspect quand même positif. Pour une fois, le gouvernement va écouter les Français. Et écouter sur quoi? Écouter leur opinion. Par rapport à quoi? Par rapport à cette loi sur le renseignement? Non, c'était une boutade dans le sens pour écouer ce qu'ils pensent. Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord, oui. Oui, on va arriver à la NSA, la française. Comme ça, ils sauront ce qu'ils pensent. Et puis, je vais reprendre le truc, si jamais les programmes politiques ne vont pas, il faudra changer le peuple, pas changer le programme. C'est quand même lourd de conséquences que vous dites. C'est une NSA à la française, avec les abus que la NSA a pu effectuer depuis ces années. Est-ce que vous pensez que la France sera mieux lotie, peut-être, grâce à ses fonctionnaires un petit peu... Ce qu'on a dit tout à l'heure, s'il y a possibilité d'abus, il y en aura forcément. Il y en a malheureusement déjà, pour le moment qu'on peut encore sanctionner. Là, il n'y a pas de contrôle, en fait. Tant qu'il n'y a pas de contrôle et de limite, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller dans le mur, nous aussi. Tout simplement, par exemple, on nous a dit que le contrôle du juge, c'est trop compliqué. Trop compliqué, pourquoi? C'est ce que nous a dit, ça ne marche pas. Oui, les juges n'ont pas les moyens de travailler correctement. Les affaires s'empilent. Donnons des moyens à la justice de pouvoir contrôler le travail de la police. Est-ce que vous connaissez le budget de la justice en France? Non. C'est moins que l'écologie. Voilà. Je sais juste qu'on est très mauvais au niveau de l'Europe, au niveau des procédures, au niveau des entretiens des tribunaux, etc. Mais alors là, je ne savais pas. Une justice performante nécessite un budget performant. Si on baisse les critères, du moins, d'acquisition de budget pour la justice, c'est qu'il y a peut-être une raison. Bon, ça, c'est une appréciation purement personnelle. Je vais vous poser 2-3 dernières questions. Vos préconisations, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour améliorer les choses ou... Déjà, diffuser l'information de ce qui va se passer. Oui. Parce que quand le gouvernement pose une question ou quelques personnes posent une question, si la question est mal posée, les gens vont donner la réponse attendue. C'est-à-dire qu'on nous dit c'est une loi contre le terrorisme, on vous pose la question est-ce que vous voulez faire une loi pour lutter contre le terrorisme? La réponse est automatiquement oui. Enfin, à moins d'être un dangereux terroriste, mais sinon c'est oui. Maintenant, si on nous dit toute cette loi va permettre aussi de vérifier votre vie privée, on va pouvoir filtrer vos mails sans que vous le sachiez, on va pouvoir vous mettre sous écoute, ce sera que dans les mains du Premier ministre, et ça ne va pas lutter que contre le terrorisme. Quelle sera la réponse de la population? Je ne suis pas sûr que ce soit la même. Donc déjà, diffuser le vrai contenu de cette loi. Ça ne plus utiliser la novlangue. Voilà. Utilisons les vrais mots. Comme disait quelqu'un, ça ne sert à rien de faire des jeux de mots parce que les mots n'ont plus de sens. Oui, les mots ont un sens et en enlever rajoute de la misère au monde. Une dernière question, une avant-dernière question. Peut-être une dernière question. Si vous aviez à laisser un conseil aux jeunes générations... avant ça, vous conseillez les jeunes générations de devenir policiers? J'allais dire, dans l'état actuel des choses, s'ils ont un esprit combattant et qu'ils sont prêts à le garder. C'est-à-dire, prêts à subir la pression de leur hiérarchie. La pression et avancer. Moi, j'ai un copain qui était entré dans la police à un moment, un copain d'enfance, il m'a dit « rentre pas ». Bon, je suis rentré. Et en fait, c'était pas du tout... Il m'avait prévenu que c'était pas l'image idéalisée que j'en avais, qu'il y aurait une hiérarchie avec une chape de plomb et qu'on devrait faire comme on nous dit et qu'on pourrait pas faire notre travail pour l'intérêt public et général. Maintenant, si on a une volonté de faire, les textes de loi continuent de protéger. Ils n'ont pas encore changé les textes de loi qui nous permettent de faire notre travail correctement. Il suffit d'avoir la volonté. Ce qui travaille que sur des coutumes où on a toujours fait comme ça. Voilà, par exemple, je vais reprendre un exemple très bien, et c'est pour ça que je parle ce soir tranquillement, en plus d'être syndicaliste, c'est que beaucoup de collègues oublient qu'on nous oppose, on a le droit de réserve, c'est ce qu'on nous met, mais le droit de réserve n'a jamais été caractérisé. Le droit ou le devoir? Le devoir de réserve, pardon, excuse-moi. Le devoir de réserve, qui n'a jamais été qualifié juridiquement. C'est une invention, on comprend bien le secret professionnel, pas donner des informations, mais par contre le devoir de réserve, à part critiquer les institutions quand quelque chose ne va pas, je ne vois pas à ce que ça pourrait correspondre. Par contre, dans la loi de 83 sur la fonction publique, chaque fonctionnaire a un devoir d'information du public. Et ça, c'est dans la loi, c'est pas dans un décret. C'est un devoir d'informer le public comment ça va. Parce que le service public appartient à la population. Et ça, ils l'ont pas encore changé. Et quand les collègues prendront ça en compte, je veux dire, ça avancera déjà beaucoup mieux.
Si nous on traite un petit peu les questions un petit peu économiques, géopolitiques, géostratégiques, on voit la situation un petit peu devenir exécrable partout dans le monde, économiquement parlant. J'ai une question un peu personnelle à vous poser. Si la situation se dégrade, que la température de la population augmente fortement, si la fièvre commence à parcourir la population, est-ce que vous pensez que la police prendra le côté des manifestants? J'aimerais bien qu'il soit au service de l'intérêt général. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Dernière question, si vous aviez à laisser un conseil aux jeunes générations? Allez voir vos policiers, discutez avec eux pendant que vous pouvez encore, et vous verrez que ce n'est pas les mêmes personnes que ce qu'on peut voir à la télé, parce qu'on montre toujours les mauvais exemples. Ceux qui nous cassent les pieds, c'est forcément... j'ai pas de chance, c'est arrivé à des gens, même à des collègues qui sont fait contrôler par d'autres personnes. La bêtise est malheureusement ce qui est le plus répandu. Donc, à défaut que le gouvernement, que nos collègues aient le courage, parce qu'ils sont tenus par les règlements, comme ils ne peuvent pas aller vers vous, venez vers eux. Un peu comme ça s'est passé quand il y a eu les manifestations de soutien à Charlie Hebdo, où tout le monde est venu vers la police. Et ça, c'était bien, parce que les policiers ont repris confiance et ils n'ont pas oublié, ce jour-là, en tous les cas, ils étaient au service de qui. Est-ce que vous ne pensez pas que la loi de renseignement, c'est légaliser déjà des pratiques existantes? Alors ça va légaliser une partie des pratiques existantes qui étaient, effectivement, pour moi, il y a déjà des écoutes administratives ciblées sur une personne, sur telle personne, avec un motif, et on pouvait contrôler encore. La différence qu'il va y avoir, là, ça ne va pas être un contrôle individuel, c'est un contrôle de masse qui va être légalisé, qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Un contrôle de masse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intercepter tout avec comme on expliquait tout à l'heure, des mots-clés, etc., qui vont être envoyés sur une personne qu'on connaît ni de Adam ni d'Ève au début, et on va commencer à se renseigner sur elle parce qu'elle a fait telle recherche ou elle a dit tel mot au téléphone. C'est-à-dire que vous allez avoir un filtrage de masse avec le filtrage des comportements? C'est-à-dire que les habitudes. Parce que quand il y aura un mot sur Internet, ils pourront le filtrer en disant, je sais pas, tiens, bombe. Ils vont regarder la personne pourquoi elle dit bombe. Et une personne, par exemple, bombe, je passe à ça, parce que dans le milieu du cheval, c'est un casque. La personne n'aura rien à voir. Je veux dire, pas une conversation privée dans le milieu du cheval, mais par exemple, comme il y aura eu le mot bombe, elle va être mise dans un fichier. Et par exemple, dans le langage vidéo, on dit shooter pour faire prise de vue. Imaginez-vous si on devait interviewer un ministre, on pourrait dire au téléphone entre nous, on va shooter un ministre. Et voilà, donc comme ça va être informatisé, ça va être... Il y aura des faux positifs. On ne sait pas ce qu'il y aura plein de choses, il y aura tout et n'importe quoi, et c'est surtout un contrôle de masse qui n'est pas individuel, et c'est ça ce qui change. C'est vraiment la grosse différence, un contrôle généralisé plutôt qu'un contrôle ciblé. Autant ciblé, on peut encore revoir des recours auprès de la CNIL, etc. Autant un contrôle de masse, comment on pourrait savoir avoir un recours quelconque, parce que même les organismes de contrôle ne seront pas consultés. Avant de terminer cette interview, je vais vous laisser le micro. Je vais laisser le micro à Dissemblance, ce nouveau média qui vient de se créer sur Internet. On vous laisse 2 questions à poser à monsieur Alexandre Langlois, syndicaliste, travaillant en renseignement territorial. Okay, c'est à vous. Merci. Alors, nous, on a un média pour les 15-20 ans, 15-25 ans, la génération Z. Et on s'aperçoit que toute la génération Z, donc des 15-25 ans, sont absolument pas au courant de ce que c'est et ce que ça représente réellement la loi de renseignement. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire clairement en quoi ça consiste? Alors, clairement, dans l'état actuel des choses, en caricaturant au maximum, le Premier ministre peut mettre sur écoute qui il veut, filmer qui il veut et prendre des renseignements et infiltrer les mails de qui il veut. Et en quoi c'est dangereux d'avoir tous ces fichiers-là? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Si ça tombe dans les mains de quelqu'un de dangereux, qu'est-ce qui peut arriver? Rien que déjà sur les opinions politiques, j'allais dire, par exemple, un Premier ministre qui peut regarder ce que pensent ses adversaires, savoir comment ils s'organisent, déjà rien que politiquement, il a un avantage énorme sur les autres. Après, il peut aussi filtrer au niveau du monde économique en disant, tiens, telle société fait ci, fait ça. Ça donne un avantage pour ses amis, pour les donner. Enfin, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de contrôle, de contre-pouvoir pour contrôler la volonté finalement d'une personne, s'il n'y a pas que sur des dérives, même si la personne en place ne le fait pas, il y aura quelqu'un d'autre après lui qui pourra le mettre en place. Et est-ce que les informations que va collecter l'État vont être vendues ou est-ce qu'elles pourront peut-être être... est-ce qu'ils vont la jouer comme ça ou pas? Alors ça, on ne sait pas. Par contre, on a déjà un précédent pour le fichier des cartes grises. Ils ont déjà vendu ça à des sociétés privées en prétextant que ça allait plus vite, les préfectures étaient surchargées. À l'époque, on avait fait un petit article, personne ne nous a repris sauf le Figaro, ce qui était amusant. Mais donc, du coup, des sociétés privées, c'est-à-dire que ça fait 2 choses de l'une. Un, c'est-à-dire que les gens qui ont accès à un service public normal, en préfecture pour leur carte grise, ils doivent attendre plus longtemps que des gens qui vont payer pour avoir accès dans une société privée. À 2 vitesses. À 2 vitesses, en fonction de l'argent qu'on a. Voilà, on n'a plus tous égaux devant le service public. Deuxième chose, c'est que les fichiers vendus aux boîtes privées
une fois qu'elles l'ont, elles l'ont. Hein. Avec les adresses, les noms des gens, elles peuvent le revendre, elles peuvent en faire ce qu'elles veulent. Même si elles signent une charte, on ne saura jamais ce qui a été fait derrière. Donc on a déjà un précédent pour les cartes grises. Donc on ne sait pas ce qu'ils pourront faire par la suite. Alexandre Langlois, je vous remercie. Un plaisir.